L'histoire que je veux vous raconter débute il y a 13,8 milliards d'années. C'est l'âge de l'univers observable. C'est à ce moment que l'univers est créé, lors du fameux Big Bang. Grâce aux télescopes tels que Hubble et James Webb, on peut observer des milliards de galaxies dans l'univers. Avouez que ça donne le vertige. Cette galaxie spirale, c'est la nôtre. Elle se nomme la Voie lactée. Tourbillonnant autour d'un immense trou noir, elle contient quelques centaines de milliards d'étoiles. C'est quelque part dans cette spirale que mon histoire commence. Il y a quelques 4,5 milliards d'années, à partir de nuages de poussière et de gaz, le Soleil et les planètes sont créés. C'est la naissance de notre système solaire. En approchant du Soleil, on croise une planète située ni trop près, ni trop loin du Soleil pour que l'eau soit liquide. C'est la planète bleue, notre planète Terre. Le seul endroit connu qui arbore la vie dans l'univers. Grâce à son atmosphère et à son champ magnétique, elle est protégée des rayonnements solaires et cosmiques. Elle demeure cependant très fragile et vulnérable à toutes sortes de menaces. Il y a environ 400 millions d'années, l'improbable se produit. Un astéroïde de quelques kilomètres de diamètre se dirige vers la Terre à une vitesse de dizaines de milliers de kilomètres/heure. Le choc est inévitable. C'est ainsi qu'est né l'astroblème de Charlevoix. À bord de la Station spatiale internationale, à environ 400 km d'altitude, on se dirige vers l'estuaire du Saint-Laurent et la région de Charlevoix. La surface de la Lune témoigne des impacts météoritiques du passé. L'un des plus grands cratères terrestres connus est l'astroblème de Charlevoix. On dit astroblème car il a été passablement érodé avec le temps. Toutefois, la cicatrice de 53 km de diamètre est encore bien visible. Lors d'un grand impact, comme sur la Lune, les bords du cratère sont instables et s'effondrent vers l'intérieur. Ce mouvement de masse crée une remontée centrale de la même manière qu'une goutte qui tombe dans un verre d'eau. Le pic central de Charlevoix est le mont des Éboulements. D'une altitude de 750 mètres, il surplombe une dépression annulaire irriguée par les rivières du Gouffre et Malbaie. À cet endroit, les roches montrent entre autres des structures en forme de cône qui prouvent hors de tout doute le passage d'une onde de choc attribuable à un impact météoritique. Lorsque j'étais dans la jeune vingtaine, après des études en géologie, je décide d'aller m'établir en Australie afin de réaliser mon rêve de voir la Grande Barrière de Corail
et le désert central australien. Un soir, dans le désert, j'observe la Voie lactée, quand tout à coup, le météore que vous voyez à l'écran traverse le ciel. J'ai alors envie d'étudier l'espace et je m'inscris à l'Université internationale de l'espace à Strasbourg, en France. En guise de stage final, j'ai participé à une simulation de mission sur Mars, à l'île Devon, au Nunavut. L'un des buts de la mission était de chercher des traces de vie microscopique dans l'Arctique. Pendant 4 mois, nous avons vécu dans une capsule au bord du cratère météoritique Houghton, avec une équipe de 7 Canadiens et Américains. Je suis en charge d'étudier un ancien système hydrothermal créé par la chaleur de l'impact. Un tel système pourrait être l'endroit idéal pour l'apparition de la vie sur Terre ou sur Mars. Chaque jour, nous descendons dans le cratère pour mener nos travaux d'astrobiologie. Le soir, nous pactons nos trucs et nous rentrons à la base. Personne ne connaît l'origine de la vie sur Terre. Le plus intriguant, selon moi, est que tous les êtres vivants auraient un ancêtre commun. Toutes les formes de vie auraient un arbre généalogique commun. Certes, l'évolution nous a fait suivre des chemins distincts, mais nous sommes tous liés par le miracle de la vie. La vie sur Terre est en constante évolution. Certaines espèces sont vouées à disparaître, tandis que d'autres sont vouées à survivre. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, les glaciers qui couvraient le territoire canadien se sont retirés. Des espèces vivant aujourd'hui beaucoup plus au nord, comme par exemple l'ours polaire, vivaient à des latitudes beaucoup plus au sud. Dans la région de Québec, on trouve les traces d'une faune marine typiquement nordique, aujourd'hui disparue. Ce crâne de morse de l'Atlantique que j'ai trouvé dans les dépôts de la mer de Champlain prouve qu'il vivait ici autrefois. Mis à part le morse, il y a bien sûr d'autres espèces qui vivaient dans la région. Il y a entre autres le beluga. Une des petites populations existe toujours dans le Saint-Laurent et le Saguenay. Le caribou, lui, est un représentant de cette faune nordique qui peuplait jadis notre territoire. Il est parfois considéré comme un cervidé primitif. C'est avec toutes ces connaissances en tête que je pars à la recherche des derniers caribous de Charlevoix. C'est par bateau que mes ancêtres sont arrivés sur le fleuve Saint-Laurent, de la France et de l'Irlande il y a très longtemps. Bien que je demeure maintenant à Lévis, en face de Québec, je suis natif des montagnes au nord de la ville de Québec, plus précisément de Notre-Dame-des-Laurentides, Stoneham et Valcartier. Plus jeune, on organise ici des veillées traditionnelles irlandaises. Nous sommes au cœur de la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Autrefois, le parc des Laurentides, qui est maintenant une réserve faunique, fondée en 1895 pour encadrer la chasse et la pêche et préserver le caribou, qu'on compte à l'époque par milliers. De 1928 à 1970, mon grand-oncle Arthur Bureau est garde-parc et contremaître général du parc des Laurentides. Il s'occupe entre autres de garder la barrière de Stoneham, car n'entre pas qui veut sur le territoire. Des gens riches et célèbres sont venus pêcher ici, comme Winston Churchill. Et les biologistes mènent des travaux de recherche depuis fort longtemps. Été comme hiver, mon grand-oncle doit parcourir le territoire à pied ou en raquette. Il doit se rendre jusqu'au Saguenay, plus au nord, et dans Charlevoix, plus à l'est, en passant par les Grands Jardins. Il descend des Grands Jardins par la route, telle que vue ici en 1942, pour se rendre à Saint-Urbain,
près de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. À quoi peut bien ressembler la vie à parcourir l'arrière-pays de Charlevoix, à la manière de Thomas Fortin, le plus grand coureur des bois de la région? Sur ce territoire inhospitalier, je m'imagine une vie pleine de dangers et d'inconnus, mais aussi pleine d'aventures des plus rocambolesques. Certes, c'est un mode de vie pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. De temps à autre, le ciel s'obscurcit. La forêt est alors enveloppée d'un nuage de fumée qu'on dirait que la nuit est tombée. Qu'ils soient de cause naturelle ou humaine, les incendies éclatent et brûlent tout sur leur passage. Les garde-feux perchés dans leur tour, comme celle de mon grand-oncle à une certaine époque, sonnent l'alarme. Leur habitation est rudimentaire, comme celle-ci au mont du lac des Cygnes vers 1958. La gestion des incendies de forêt a quelque peu évolué. De nos jours, pour les combattre, on utilise des avions-citernes pour emmagasiner près de 60 000 litres d'eau en moins de 10 secondes. On n'arrête pas le progrès. Tout comme mon grand-oncle, mon grand-père maternel travaillait dans les camps de bûcherons et de chasse durant l'hiver. Pour s'y rendre, on utilisait des convois de traîneaux à chiens qui transportaient équipements et nourriture pour plusieurs semaines. On dit que Thomas Fortin arpentait lui aussi les grands jardins en raquettes et en traîneau durant l'hiver. Deuxième à gauche sur cette photo, mon grand-père est alors dans la jeune vingtaine. La vie sur les camps se fait en harmonie avec les Autochtones, que l'on peut voir sur cette photo. Ces derniers côtoient le caribou depuis des millénaires. Mais à ce moment, il a probablement déjà disparu du territoire. On ne croisera plus jamais son regard, du moins, c'est ce qu'on croit. Lorsque Jacques Cartier arrive au Canada, les Mi'kmaq, habitant en Gaspésie, désignaient le caribou sous le nom de Xalibou, ou Calibou, qui veut dire celui qui creuse avec sa patte. Pour atteindre sa nourriture, le caribou creuse des cratères d'alimentation dans la neige. En hiver, ses larges sabots lui servent à la fois de raquettes et de pelles. Le caribou est le seul vertébré qui se nourrit principalement de lichens, dont la mousse à caribou, Cladonie étoilée, qui forment de vastes tapis blanchâtres au sommet des montagnes et dans la taïga. Les lichens terrestres ont des formes variées, tiges, feuilles, tapis spongieux. Ils sont formés d'une algue et d'un champignon vivant en symbiose. Quant aux lichens arboricoles, ils ressemblent plutôt à des filaments suspendus aux branches des conifères. Pour survivre, le caribou a besoin de grands massifs de forêts matures riches en lichens. Il est donc très sensible aux perturbations de son habitat, principalement la déforestation, la coupe forestière, les épidémies comme celle de la tordeuse du bourgeon d'épinette, mais aussi l'exploitation et l'occupation intensive du territoire, en plus des parasites et des maladies. Bien évidemment, il n'échappe pas au changement climatique. Espérons seulement que le caribou pourra s'adapter et survivre aux menaces qu'il guette. Le Québec compte 3 types de caribous qu'on nomme écotypes. Forestiers, comme à Charlevoix, montagnards, comme à Gaspésie, et migrateurs dans le nord québécois. En 2002, j'ai eu la chance d'observer des milliers de caribous migrateurs en compagnie d'amis inuits. Ils passèrent à quelques mètres de nous. Par la suite, le caribou subit un tel déclin qu'il est désormais désigné comme une espèce en voie de disparition. À quelques rares exceptions près, le caribou est en déclin partout dans le monde. La dernière aire de caribou au sud du Saint-Laurent, en Gaspésie, connaît le même sort. Évalué jusqu'à 1500 individus dans les années 50, on en dénombre aujourd'hui moins d'une quarantaine. En parcourant le parc de la Gaspésie, je cherche le caribou emblématique que tant de gens rêvent d'apercevoir.
Au sommet d'une montagne, la chance me sourit. La présence de jeunes caribous me rappelle que l'avenir de l'espèce ne tient en réalité qu'à un fil. Les caribous de Charlevoix sont réintroduits par avion depuis la Côte-Nord dans les années 60, afin de remplacer ceux disparus dans les années 20. Quelques dizaines de caribous sont placés dans des enclos, au lac Jacques-Cartier et Turgeon. Ils ont accès à un lac pour boire, se rafraîchir et se sauver des insectes. Une fois par jour, on distribue au sol du lichen qu'on a récolté dans les paissières environnantes. On emménage aussi des mangeoires servant à la distribution de la moulée. Le caribou, peu à peu, ou même voire très rapidement, s'habitue à la vie en enclos. Et une équipe veille à son bien-être au quotidien. Au moment de la mise bas, la femelle s'isole de ses congénères et elle procède immédiatement au léchage du nouveau-né. Le faon tente de se lever sur ses pattes seulement quelques minutes après la naissance. La pesée du faon assure un suivi de la prise de poids. Le faon doit être en pleine santé puisqu'il ne demeurera pas dans l'enclos toute sa vie. Il est relâché dans la nature à l'âge de 6 mois ou d'1 an et demi. C'est ainsi que de 1969 à 1972, 82 jeunes caribous sont relâchés dans les grands jardins. Une nouvelle vie de liberté les attend. Je mets le cap sur Charlevoix en automne. Au Québec, l'automne est la saison aux 1000 couleurs. On assiste à une métamorphose du feuillage des arbres, allant du vert au rouge, en passant par l'orange et le jaune. Dans Charlevoix, le spectacle s'étend à perte de vue. Par une journée ensoleillée, on assiste à un vrai feu d'artifice. Les paysages arborent leurs plus beaux habits, et les habitants de la campagne profitent des derniers jours de beau temps. À mesure que je progresse en altitude, le spectacle continue de m'émerveiller. Arrivé dans l'arrière-pays, je me dis « Le caribou sera au rendez-vous ». La harde se regroupe dans les milieux ouverts chaque automne lors de l'accouplement. Mais devant l'immensité du territoire, jadis ravagé par un feu de forêt, je prends conscience de l'ampleur de la tâche. Du haut de son mirador, un porc-épic semble lui aussi chercher le fameux caribou. Très présent sur les lacs de la région, le plongeon vient me dire « Bienvenue ». Les traces du caribou sont plutôt arrondies, comparativement à celles de l'orignal, qui sont allongées et pointues. Les traces sont comme les empreintes digitales. En poursuivant mon chemin vers le terrain de camping où j'allais passer la nuit, je tombe nez à nez avec un énorme animal. Je coupe le moteur, je sors ma caméra et je tente de faire la mise au point. Un jeune orignal mâle. Et sur le bord de la route, je remarque une femelle qui s'alimente dans une mare d'eau. Alors je ne bouge pas d'un poil et je me dis quelle scène inattendue. 3 orignaux, le jeune et sa mère, et un mâle qui tente probablement de la courtiser. L'orignal a une vue quasiment monoculaire, avec un angle mort à l'avant. C'est pourquoi il a tendance à regarder de côté. La journée achève, mais toujours aucune trace de caribou. Je veux continuer d'explorer cet écosystème mystérieux et fascinant. Comme dit le proverbe, araignée du soir, espoir. Je finirai bien par apercevoir celui qu'on a réintroduit ici il y a exactement 50 ans.
je réussirai bien à gagner sa confiance afin qu'il m'accorde le privilège de le photographier. Je suis patient, j'ai tout mon temps. Nos chemins finiront bien par se croiser. Je reviens bredouille de ce petit périple. Le caribou est demeuré caché dans la forêt boréale. Je décide donc de tenter ma chance à nouveau une semaine plus tard. Il fait beaucoup plus froid maintenant et la neige recouvre le sommet des montagnes qui entourent l'Astroblème. À l'aube, ce qui est beau, c'est de voir la brume valser dans les vallées. À présent, l'exploration du territoire se fait à vélo. Je suis seul au monde dans ce décor de lumière et de givre. Au loin, sur un buton, je repère un cervidé. S'agit-il d'un caribou? Hélas, c'est encore mon ami l'orignal. Mais quelle beauté, tout de même, de voir cet élan d'Amérique dans un décor absolument féerique. J'observe plusieurs orignaux ce matin-là, dont ces deux mâles qui frottent leur panache pour déterminer leur rang de dominance et l'accès aux femelles. C'est la saison du rut, la saison des amours. Bref, c'est le temps de s'accoupler. Dans la taïga, c'est le calme plat. Le caribou semble avoir déserté les lieux pour de bon. Les averses de neige m'annoncent qu'il est temps de quitter. Après tout, ce n'est vraiment pas le moment de rester pris avec mon vélo qui n'est pas adapté aux conditions hivernales. Mais un étrange amas de fruits rouges attire mon attention. Qui a bien pu faire ça? Les jaseurs et les durbecs des sapins raffolent, du cormier. Mais les empreintes dans la neige trahissent le passage d'un gros animal. Il s'agit bel et bien d'un ours noir. Omnivore, l'ours affectionne les petits fruits tels le bleuet ou la myrtille, ainsi que la canneberge de montagne. Il doit en manger suffisamment afin de pouvoir jeûner durant tout l'hiver. Un peu plus loin, je croise de nouvelles pistes fraîches totalement différentes. Levant les yeux, je vois bien qu'il n'est pas seul. Ils doivent être près d'une dizaine, incluant des tout-petits. Une meute de loups. La peur s'empare de moi, mais disparaît aussitôt. Après tout, j'ai déjà filmé un loup gris dans Charlevoix, et c'est plutôt lui qui avait peur de moi. Je croyais à l'époque que c'était un coyote, mais le coyote, comme celui-ci, diffère du loup par sa plus petite taille et ses oreilles et son museau plus étroits. Le coyote est une espèce agroforestière qui préfère vivre à la jonction entre la campagne et la forêt. Il tolère mieux la présence de l'humain que le loup. Lorsqu'il prend la fuite, le coyote a la mauvaise habitude de s'arrêter pour regarder derrière, ce qui le rend vulnérable à quiconque voudrait s'en prendre à lui. Plus souvent qu'autrement, le coyote est solitaire. Et les cerfs de Virginie ont l'habitude de le côtoyer et de garder leur distance. À la tombée du jour, les cerfs de Virginie s'aventurent dans les champs à la recherche des dernières plantes encore disponibles avant que la neige ne les recouvre. La tête des grands cerfs mâles est ornée de bois qui tomberont au début de l'hiver. Au repos, le cerf rumine son repas. La nourriture descend dans l'estomac, puis remonte pour être mastiquée à nouveau. Avant de quitter pour l'hiver, j'installe des caméras qui s'activent lorsqu'un mouvement est détecté. Je peux alors observer les allées et venues de cette femelle accompagnée de ses jumeaux. Ils passeront l'hiver ici, dans un ravage. Il est maintenant l'heure de rentrer chez moi. J'ai la tête pleine de souvenirs de mes rencontres avec la faune dans Charlevoix. Du même coup, je suis habité par une extrême déception de ne pas avoir vu de caribou. Mais où sont-ils? J'essaie de me convaincre que ce n'est que partie remise. Je reviendrai au printemps.
Au Moyen Âge, le terme « leu » signifiait loup, d'où l'expression « marcher à la queue leu-leu ». Notre peur du loup nous vient principalement du Moyen Âge et du folklore, alors qu'on l'associait au diable. Puisque c'est complètement faux, on ne doit pas le craindre. Le loup est inoffensif et préfère garder ses distances avec nous. La diète du loup est très variée. Castor, cerf de Virginie, orignal, voire même des petits fruits en été. Le loup est un régulateur naturel des populations d'herbivores tels que l'orignal et le caribou. En solitaire, il prend en embuscade une proie comme le castor. En meute, il peut prendre en filature une proie beaucoup plus grande comme l'orignal. En hiver, les loups chassent en meute pour augmenter leur taux de succès. L'odorat du loup est extrêmement bien développé. L'orignal doit constamment être sur ses gardes. Le loup gris est un animal social doté d'une structure hiérarchique. En général, une meute est constituée d'au moins 2 loups, c'est-à-dire du couple reproducteur et de leur progéniture. Ils partagent plusieurs qualités avec le chien. Le loup est l'ancêtre du chien et leur ADN est à 99,8% identique. C'est un animal vif, intelligent et empathique. Le loup est résilient puisqu'il a disparu de plusieurs provinces ou territoires lors de la colonisation et est encore persécuté aujourd'hui. Même lorsque son repas lui file entre les pattes, il retrousse ses manches et n'abandonne jamais. Un jour, je reçois un appel d'un ami de Charlevoix m'annonçant qu'il a trouvé une carcasse d'orignal. Je décide donc d'aller y installer mes caméras dans l'espoir de filmer la meute qui reviendrait s'y alimenter. En attendant, le corbeau tire pleinement profit de la situation. Dès la nuit suivante, la caméra enregistre des images de ce qui semble être une meute constituée d'un couple de loups gris. Le mâle procède au marquage avec son urine, en prenant soin de gratter le sol avec ses pattes arrière. Sur les images, on peut bien voir les 2 loups s'alimenter sur la carcasse. Grâce à ses puissantes mâchoires et à ses nombreuses dents, le loup réussit à arracher des morceaux de chair et d'os gelés. Les loups reviennent au site d'abattage durant les semaines suivantes pour y prélever la nourriture restante. La moelle des os est très nutritive. Ce jeune loup le sait, mais il finit par se rendre compte que l'os n'est en réalité qu'un bout de bois. Il existe plusieurs espèces de loups au Québec, les 2 principales étant le loup gris et le loup arctique au pelage blanc. Au cours des dernières décennies, les efforts de conservation ont relancé le loup gris dans certaines régions. Dans les années 80, les loups ont été réintroduits dans le parc de Yellowstone aux États-Unis. Grâce aux loups, l'équilibre de l'écosystème a été rétabli. Munis de colliers émetteurs, on peut désormais les suivre à la trace. Un jour, on annonce dans les médias que la harde de caribou a subi un déclin sans précédent. Elle a diminué de moitié
en seulement 2 ans. À ce rythme, il risque d'avoir disparu au printemps. Ayant en tête des souvenirs des paysages de Charlevoix, je repense à la promesse que je leur ai faite. Par un froid matin d'hiver, j'ai soudainement envie de tenter le tout pour le tout. À la manière du loup, je dois regarder devant et foncer. Pourquoi pas organiser une expédition pour les documenter en plein hiver? Je propose l'idée aux photographes Alexandre Boyer et Sandra Bourgeois, qui acceptent volontiers. En plus de bien connaître l'arrière-pays, ils ont déjà photographié le caribou à maintes reprises. Nous sommes à la mi-janvier. Le décor est complètement féerique. Les couleurs chaudes d'automne ont fait place aux couleurs froides. Un duo de Gélina Tupé s'alimente dans un bouleau blanc. Malgré les moins 30 degrés, elle ne semble pas du tout avoir froid. En hiver, les paysages sont à couper le souffle. Les branches des arbres sont couvertes de cristaux de neige, si fragiles qu'ils s'envolent au moindre coup de vent. La région est réputée pour ses sports d'hiver, comme le ski et la raquette ou le canot à glace. Prise au milieu du fleuve, l'île aux coudes flotte dans une mer de glace tourbillonnante. Nous sommes au cœur de l'hiver. Nous voilà à Baie-Saint-Paul, ville d'entrée de Charlevoix. Et de toute évidence, dans les champs, un prédateur silencieux rôde. D'après les traces dans la neige, il s'agirait d'un oiseau. Est-ce un plectrophane des neiges? C'est beaucoup trop petit. Oh, un harfang des neiges. L'oiseau emblème du Québec. Cette chouette repère de loin les mulots, souris et campagnols qui s'aventurent sur la neige. Elle les attrape avec ses pattes munies de griffes et elle dévore ses proies vivantes d'une seule bouchée. Elle peut en ingurgiter une dizaine par jour. Dans la toundra arctique, j'ai pu observer les harfans nichés. Là-bas, ils chassent le lemming pour donner à leurs jeunes oisillons. Cet oiseau gracieux chasse de jour comme de nuit. Et à en croire certains, il ne dort jamais. Sur notre chemin se trouve Saint-Urbain, où l'on a tourné Le Temps d'une paix et l'un des films préférés des Québécois, La guerre des Tucs. Devant nous se dressent les remparts que nous devrons franchir. En suivant la vallée glaciaire de la rivière Malbaie, nous accédons finalement à la forteresse des derniers caribous de Charlevoix. Ça y est, l'expédition peut commencer. Nous atteignons les Grands Jardins. L'objectif est de se rendre à notre camp de base, situé à 15 km.
avant la tombée de la nuit. L'aventure nous attend. Allons-y. Nous arrivons au camp de base complètement exténués, juste avant que la noirceur s'installe. Dehors, une tempête de neige fait rage. La nuit est de courte durée. Mais par chance, le lendemain matin, le vent est tombé et nous découvrons avec émerveillement notre nouvel environnement. Au loin, on peut entendre le chant des gros bec-érins. Et ce mésanger du Canada semble nous souhaiter la bienvenue chez lui. Sans attendre, nous partons à la recherche des caribous. Un pas à la fois, nous avançons dans la neige avec enthousiasme. C'est un immense terrain de jeu, mais honnêtement, nous n'avons aucune idée où se cachent les caribous. J'espère seulement avoir des traces dans la neige ou quelconque indice qui m'indiquerait leur présence. Et puisqu'ils creusent des cratères d'alimentation, nous ne savons pas si nous pourrons les voir dans toute cette neige. De plus, le froid sibérien ralentit nos ardeurs. Nous devons continuellement bouger pour ne pas geler. Je scrute l'horizon et la surface des lacs. Le caribou aime bien s'alimenter dans les forêts autour des lacs et s'aventurer ensuite à la surface du lac pour ruminer, afin de pouvoir voir une éventuelle menace qui approcherait. En vain, la journée achève et nous devons redescendre au camp. La nuit apporte cependant un prix de consolation. En effet, durant les grands froids de janvier, on peut admirer les plus beaux ciels étoilés. La nébuleuse d'Orion est visible dans la constellation du même nom. Et avec un peu de chance, en regardant vers le nord, on peut contempler l'un des plus beaux spectacles de la nature, les aurores boréales. Cette nuit-là, je fais un rêve des plus étranges. Comme par magie, je découvre les traces d'un caribou que je décide de suivre. Au loin, j'entends comme une voix qui m'interpelle. Je dois rêver, un caribou, ça ne parle pas. Mais sa voix est pourtant bien réelle. Il m'explique qu'il sait qu'on l'aurait introduit dans les grands jardins, que des milliers de caribous vivaient ici autrefois, et que, tout comme lui, il risque de disparaître.
d'une voix étonnamment rassurante, il m'implore de garder espoir. À mesure que j'avance, sa voix est de plus en plus forte. Je sens que j'approche. Soudainement, je le vois. Il est là. Arrivé dans ce monde, orphelin, personne pour me dire, personne pour montrer le chemin. Depuis toujours je me demande qui je suis, d'où je viens. Du nord ou du sud, du soir ou du matin. Malheureusement pour nous, cette vision ne deviendra jamais réalité. Après 4 jours à braver le froid, nous rentrons à la maison. Cette aventure nous aura tout de même permis de repousser nos limites pour une cause qui nous tient vraiment à cœur. Le caribou fantôme est resté caché dans son royaume. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'avoir senti sa présence. C'est déjà bien ça de gagner. À la fin de l'hiver, la durée du jour augmente et la chaleur s'installe graduellement sur Charlevoix. Depuis l'expédition du mois de janvier, mon désir d'explorer s'est intensifié. Mais je décide de laisser le caribou de côté pour partir à la rencontre des autres espèces de la forêt boréale. Sur mon chemin, les traces de 2 loups gris. Ils sont passés durant la nuit. Mais je me demande bien où ils allaient, ou s'ils ont dormi ici. Un peu plus loin, j'aperçois des pistes de lièvre d'Amérique, qui est toujours blanc à cette période de l'année. On dirait bien qu'un félin l'a pris en chasse. Les traces et les marques de grattage ne sont pas celles d'un cougar, mais bien celles d'un lynx du Canada. Extrêmement discret, le lynx se laisse rarement photographier. Un jour, un photographe croise la route d'une famille de lynx dans Charlevoix et réussit à l'immortaliser. Je rêve de vivre une telle expérience.
Le lynx du Canada a de larges pattes lui permettant de marcher dans la neige sans caler. Il peut faire des bonds jusqu'à 7 mètres pour attraper sa proie de prédilection, le lièvre d'Amérique. On pense à tort que le lynx est dangereux. En réalité, il est inoffensif pour l'humain. Il est très rare de l'observer dans la nature. Sa fourrure d'hiver le fait paraître beaucoup plus gros qu'il ne l'est réellement. Je voue tout mon respect à ce majestueux félin. On dirait bien qu'un autre prédateur est passé dans le coin. C'est le renard roux. Le renard, c'est un infatigable fouineur et un chasseur très agile. L'odorat de ce petit canidé est mieux développé que celui du lynx, et il possède une très bonne vue et de très bonnes oreilles. Il enterre parfois des réserves de nourriture pour les consommer plus tard, mais on dit qu'il se les fait souvent voler. Gageons que ce petit renard aimerait bien se mettre quelque chose sous la dent. Il devra repasser plus tard pour avoir une chance de succès. Sur le bord d'un cours d'eau, je remarque des traces que je n'ai jamais vues auparavant. Est-ce qu'un castor aurait glissé dans l'eau? Eh bien non, c'est la loutre de rivière. Un animal extrêmement enjoué et l'un de mes préférés. J'observe 2 loutres sur la glace. Leurs narines et leurs oreilles se ferment au contact de l'eau, ce qui leur permet de plonger sous l'eau pendant plusieurs minutes. Elles pêchent surtout du poisson et des mollusques. Malgré que je sois à une distance de 200 mètres, l'une des 2 loutres m'a senti. Trop tard, elle disparaît sous l'eau. Chaque jour, la température continue de grimper. Le soleil fait fondre la neige et la glace. Je ne pourrai bientôt plus explorer le territoire en raquette. Alors j'en profite au maximum. J'adore ce sentiment de liberté et d'être seul au monde. Pas tout à fait seul. Mon ami le mésanger me suit partout. À présent, la fonte des neiges est irréversible. L'eau de fonte s'accumule dans les vallées et passe d'un cours d'eau plus petit à un cours d'eau plus grand, et ainsi de suite jusqu'à la rivière en crue, pour finalement aboutir au fleuve Saint-Laurent. Nous sommes enfin libérés de l'hiver. Les oiseaux migrateurs, comme ce garrot à œil d'or mâle, sont de retour. Les oies blanches retournent nicher dans le Grand Nord. Et le mont du lac des Cygnes est désormais libre de neige. L'arrière-pays semble revivre. Les gigantesques pins blancs ont survécu au vent d'hiver. Et la citelle à poitrine blanche défie la gravité. En voyant ces énormes arbres par terre, je comprends que des travaux de construction sont en cours. Grâce à ses incisives remarquables, le castor du Canada est capable d'abattre des arbres de très grande taille. C'est le plus gros des rongeurs. Celui-ci prépare sa hutte endommagée durant l'hiver. Il accède à la hutte par des entrées situées sous l'eau. Les digues construites tout autour jouent le rôle d'un barrage pour que le niveau d'eau soit stable et suffisamment élevé. Le castor contribue à modifier le territoire. Lorsque quelque chose le dérange, il claque la queue
à la surface de l'eau, en guise de signal d'alarme. Un autre rongeur habite dans la forêt. C'est le porc-épic. Je suis le porc-épic. Une bête bien sympathique. Quand il y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Attention les vilains, les venimeux. Je vais vous piquer avec ma queue. Quand il y a des problèmes, pas de problème, je dresse mes aiguilles. Personne ne peut pénétrer ma coquille. Toujours dans la famille des rongeurs, la marmotte commune m'envoie la main. Je n'ai pas le temps, je repasserai plus tard. Et qui ne connaît pas ce petit rongeur roux? L'écureuil roux. Celui-ci semble très nerveux. Ses mouvements sont très rapides. Il nettoie sa fourrure en profondeur. Aurait-il un rendez-vous galant? C'est bien le cas. Le tamiya rayé, lui, a tout vu, sans se faire voir. Le raton laveur a l'air de Zorro avec son masque. Peu à peu, la faune et la flore se réveillent sous les rayons du soleil. Les paysages commencent à prendre des teintes de vert et de vert émeraude. L'écosystème côtier célèbre le retour du grand héron. Et sur la berge, 2 hérons se disputent une anguille d'eau douce. À l'île aux coudres, les bioraux gris pêchent le capelan à la facine. Vivent les traditions ancestrales. L'eider à duvet, quant à lui, nous en met plein la vue et les oreilles. Au printemps, on observe ici des colonies d'eiders qui adoptent un mode de vie plutôt insulaire. La belle vie, quoi. Je progresse plus haut dans l'arrière-pays, où le kaléidoscope de la nature se déploie sur un lac encaissé dans un cirque glaciaire. Il va bientôt faire nuit, mais soudainement, j'aperçois une ombre qui surgit derrière moi. C'est la magnifique chouette rayée, en pleine chasse, qui n'a aucunement remarqué ma présence. Aussitôt arrivé, aussitôt envolé. Le lendemain matin, la nature est envoûtante. C'est l'un de ces matins où on croirait que le temps s'est arrêté complètement. La chouette rayée a probablement chassé toute la nuit. Et au pied des montagnes, j'observe un couple de fuligules à collier. C'est l'heure du déjeuner. Au bord du lac, je peux voir un renard roux en pleine partie de chasse. Il doit subvenir aux besoins de sa progéniture. À la tanière, la femelle attend impatiemment le mâle et s'occupe des renardeaux. En moyenne, une portée compte 5 renardeaux. Et on dirait bien que celui-ci m'a repéré. Le lièvre d'Amérique est presque complètement brun à cette période. Et il semble heureux de pouvoir enfin manger de la verdure. Quoi qu'il en soit, il doit toujours demeurer sur ses gardes. Qu'elle soit bleue, à joues grises ou à croupion jaune, les parulines sont arrivées. Au pied d'une falaise, une colonie d'oiseaux a élu domicile dans de vieux troncs de bouleau blanc. Il s'agit d'hirondelles bicolores. L'hirondelle est appelée l'oiseau de la liberté, car elle ne peut pas supporter la captivité et ne s'accouple qu'à l'état sauvage. Un couple de pics chevelus a choisi de faire son nid dans le tronc d'un peuplier faux-tremble.
Le pic maculé, lui, fait tout pour se faire entendre. Le grand pic, harcelé par les moustiques, joue du tambour. Les bernaches du Canada font une première sortie avec leurs petits. La nature revit. La beauté de Charlevoix durant la saison estivale est indescriptible. Il s'en dégage une impression de sérénité. Je prends le temps de contempler cette région si riche en culture et en histoire, et devant tant de merveilles, j'en reste bouche bée à chaque fois. Et comme toujours, je ne peux résister bien longtemps à l'appel de la forêt. Au cœur de l'Astroblème, dans la forêt mixte, habite le cerf de Virginie. Dans la végétation, des faons tentent de passer inaperçus. C'est l'heure de la tétée. Autrement dit, c'est l'heure de boire le lait de leur mère. Allez hop, on retourne dans la forêt. Ces jumeaux se suivent comme deux aimants. Me voilà rendu au pied des monts, et à mesure que j'avance, la forêt de feuillus laisse place à la forêt de conifères. Plusieurs espèces de poissons d'eau douce, dont l'omble de fontaine, peuplent les lacs et les rivières de la région. Un vrai régal pour le pigargue à tête blanche. Et pour le balbuzard pêcheur, qui a eu de la chance aujourd'hui. Il ne faudrait pas oublier le martin pêcheur, ou le grand héron, qui niche et pêche dans l'arrière-pays. Enfin, n'oublions pas le plongeon huard, qui peut plonger sous l'eau pendant plus d'une minute et jusqu'à 80 mètres de profondeur. Nous atteignons maintenant la forêt boréale, où poussent divers conifères comme le sapin baumier, l'épinette blanche ou noire et le pin blanc, rouge ou gris.
C'est le domaine d'un animal emblème des grands jardins, le tétras du Canada. Comme c'est surprenant de voir ce tétras mâle se nourrir d'épines de mélèze, mais il en raffole. Tout aussi surprenant de voir cette femelle tétras avec sa portée. Je tombe à nouveau face à face avec le roi de la forêt, l'orignal. C'est le plus grand des cervidés, cousin du cerf et du caribou. Dans une clairière, j'observe une femelle qui s'alimente. Quand tout à coup, derrière elle, surgit un petit curieux, un faon orignal. Il a l'air intrigué par ma présence, mais je vais quand même garder mes distances. Il passe le plus clair de son temps aux côtés de sa mère, et j'ai le cœur rempli de gratitude tellement je rêvais de voir une telle scène. J'espère que je les reverrai bientôt. En haute altitude, sur les sommets, le climat est si aride qu'on y trouve une végétation arctique alpine me rappelant celle du Grand Nord. De là-haut, on peut apprécier toute la grandeur de l'astroblème de Charlevoix. Ce paysage fait partie de la réserve mondiale de biosphère de l'UNESCO. C'est l'heure de m'activer un peu. Je mets le cap sur l'arrière-pays. Cette fois, j'ai espoir que le caribou se montrera. On dit qu'il passe l'été ici. Eh bien, moi aussi. Je veux simplement qu'il m'accorde un bref moment avec lui. Le temps de pouvoir mettre un visage sur un nom. De retour au camp de base, je pars à sa rencontre. Une femelle caribou et son faon sont passés par ici. Je les ai manqués de peu. En parcourant le territoire de Charlevoix d'un bout à l'autre, j'ai observé plusieurs animaux emprunter les chemins forestiers, dont cet ours noir ou ce jeune coyote qui a l'air d'en avoir assez des piqûres de moustiques, ou même cette couleuvre rayée en pleine chasse. Oh, un caribou va dans cette direction. Vais-je arriver face à face avec un jeune caribou? Ou plutôt, un plus vieux. Le mystère reste entier. Je prends alors une pause sur le bord d'un lac pour me rafraîchir les idées. Peu importe où on regarde, la nature déborde de couleurs et de vie. Il faut seulement être patient.
Je passe la nuit dans l'arrière-pays. Le lendemain matin, la brume enveloppe le paysage. L'ambiance est quelque peu lugubre et la visibilité très mauvaise rend impossible tout espoir d'observer le caribou. Comme dit le proverbe, « Pluie du matin n'arrête pas le pèlerin ». Alors, je décide d'enfiler mes bottes et de partir explorer la taïga. En été, les caribous sont difficiles à trouver, car les individus se dispersent dans la forêt. Je devrais attendre à l'automne pour qu'ils se regroupent dans les espaces ouverts. Du moins, je l'espère. Peu à peu, le brouillard se lève et mes idées deviennent plus claires. Au lieu d'épuiser mes ressources à courir après un caribou fantôme, je vais aller m'amuser un peu dans un coin que je n'ai jamais exploré auparavant. Sur la carte, j'ai noté une série de lacs en chapelet dans une vallée escarpée. Je pars à la conquête de cette vallée oubliée. Je débute ma petite expédition en amont de la vallée. Je suis seul au monde dans ce coin reculé de Charlevoix. J'emprunte un sentier qui est probablement une ancienne voie d'accès qu'utilisaient des chasseurs ou des pêcheurs. Celui-ci longe un ruisseau. La nature est sauvage et j'avoue que j'ai un peu la trouille. Sur quoi vais-je tomber? Un ours? Un loup? Ce territoire est propice aux loups gris et ce serait génial de découvrir une tanière de loups occupée. La flore est très riche ici. J'observe l'iris versicolore, la sarracénie pourpre, une plante carnivore, et ses fleurs, ainsi qu'une multitude de plantes et de champignons aux formes diverses dont je ne connais même pas le nom. Sauf peut-être celui de l'amanite tumouche, ce champignon orange. Près d'un lac poussent des fraises, des champs, et un trou dans le sable attire mon attention. Puis il y a des eaux, délavées, qui appartenaient sûrement à un orignal. Un festin de l'eau a eu lieu ici. La peur aurait pu m'envahir, mais à ce moment, je n'en ressens aucune. Car la peur du loup est irrationnelle. Je me suis alors imaginé ce qu'est réellement la vie des loups à la tanière. J'y ai vu des parents et une famille dévouée envers leur louveteau. Car comme tous les animaux, les loups tentent simplement de survivre dans un environnement souvent très hostile. Comme tous les bons parents, ils veulent simplement prodiguer les meilleurs soins à leur louveteau, afin que ces derniers grandissent en bonne santé. Continuant ma route, j'admire la beauté de la vallée. Et au-dessus de ma tête, plane un busard des marais qui me met en garde. En réalité, ils sont deux. Au travers des arbustes, je vois des œufs. Je vais les laisser tranquilles. Au pied de la colline, un petit ours noir cherche de la nourriture dans des arbres morts tombés au sol. Miam, des fourmis et des larves de fourmis. Avec le temps, j'ai réalisé qu'on ne croise pas uniquement des animaux par hasard. Ce sont les habitants de la forêt. Leur territoire est délimité par des frontières qui sont invisibles à nos yeux. Ils arpentent le territoire à une fréquence régulière et utilisent souvent les mêmes chemins. Tout est organisé au même titre que notre ville. En visitant la forêt, nous sommes des invités. C'est pourquoi on doit vouer le plus grand respect à ses habitants.
Le sentier devient soudainement très étroit et j'entends une branche craquer devant moi. Ouf! Un jeune tétra du Canada. Encore quelques mètres et je vais enfin parvenir au bout du sentier. On y est. Une ancienne digue de castor s'est brisée et l'étang s'est vidé. J'y installe mes caméras à détection de mouvement que je reviendrai chercher plus tard. Le ciel est orageux, je dois partir. La nuit, c'est le calme plat dans l'arrière-pays. À l'horizon, la comète Néowise enflamme la voûte céleste. Et les lucioles s'activent dans les tourbières. Une semaine s'est écoulée depuis que j'ai installé mes caméras dans la vallée oubliée. Je dois maintenant y retourner pour voir si des images ont été captées. Je suis curieux de savoir si des loups sont passés par là. Je ne suis pas le seul lève-tôt dans les parages, à ce que je vois. À cette heure, les animaux sont déjà très actifs. Désolé de vous déranger, monsieur le Vison d'Amérique. Je n'en crois pas mes yeux. En arrivant à la digue, les castors avaient repris possession des lieux. En colmatant la digue, l'étang s'est rempli à nouveau. Sur les caméras, je peux observer les castors s'affairer à la tâche. Les loutres de rivière s'en donnent à cœur joie dans leur nouvel environnement. Elles se déplacent d'un étang à l'autre pour se nourrir. On voit bien que le lynx du Canada est venu faire son tour, de jour comme de nuit. Et qu'un loup gris est passé par là. La nuit, les caméras ont été englouties sous l'eau. Et dans les images que j'ai pu récupérer par la suite, on découvre un orignal qui se gratte le bout du museau avec sa patte. Finalement, à travers la condensation, j'aperçois une jeune louve que je nomme Akela et qui est venue visiter l'étang avant qu'il ne soit inondé. Quel dénouement! J'ai réussi à voir le loup gris dans l'arrière-pays. Je quitte la vallée oubliée, le cœur léger.
C'est mon deuxième automne dans Charlevoix. Hélas, j'ai beau chercher le caribou, il est resté caché. C'est la loi de la nature. Les couleurs sont à leur apogée, alors je me permets de les contempler une dernière fois. Le caribou est introuvable, mais il a laissé des traces un peu partout durant l'été. Nos chemins sont venus bien près de se croiser. Hélas, l'automne tire à sa fin. Je dois prendre le chemin de la sagesse et me rendre à l'évidence. Je suis reconnaissant envers la nature pour toutes les rencontres que j'ai vécues. Tout comme l'orignal qu'on voit ici, le caribou a su passer à travers les âges avec panache. C'est une emblème du patrimoine naturel québécois et canadien. Une espèce totalement différente du cerf de Virginie ou de l'orignal. C'est le seul cervidé dont le mâle et la femelle portent des bois. Il est de loin le mieux adapté à la neige et au froid. Son pays, c'est l'hiver. Je pense bien que je ne réussirai jamais à photographier le caribou. Malgré tout, je suis très fier de moi, car à ma manière, j'ai su donner une voix au caribou de Charlevoix. L'Astroblème de Charlevoix est un berceau de vie grandiose. Il est inscrit à l'UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère et, espérons-le prochainement, comme géoparc mondial. Je reviens grandi de mes expéditions dans l'arrière-pays. J'ai eu la chance d'admirer des étendues de forêts de taïga, des lacs poissonneux, des rivières limpides et tumultueuses, et une faune et une flore uniques, rappelant parfois celle du Grand Nord. J'ai l'impression d'avoir marché dans les traces de mon grand-oncle, qui veillait autrefois à la protection du territoire. Dans un monde en plein changement, j'ai la conviction qu'il faut en faire davantage pour protéger la biodiversité et les paysages de Charlevoix. Le caribou est une espèce parapluie. En le protégeant, nous protégeons toutes les espèces de son écosystème. Un jour peut-être, le caribou de Charlevoix ne sera plus qu'un souvenir. Rappelons-nous que les Premières Nations vouent un profond respect au caribou depuis des millénaires. Leur culture est intimement liée au caribou. S'il disparaît, c'est une partie de nous-mêmes qui disparaît. Les 16 derniers caribous de Charlevoix ont été placés en enclos temporaire. Depuis, 5 fans sont nés en captivité.
Il représente l'espoir de la harde. Je souhaite de tout cœur que nous pourrons à nouveau admirer le caribou forestier à l'état sauvage. Caribou, j'ai marché dans tes traces sans jamais te voir. Je dois maintenant partir, mais je ne reviendrai pas. J'ai confiance en l'avenir. Bonne chance, mon ami. Arrivé dans ce monde, orphelin, personne pour me dire, personne pour montrer le chemin. Depuis toujours je me demande qui je suis, d'où je viens. Du nord ou du sud, du soir ou du matin. Quand je vois les grands troupeaux, je voudrais partir sur la trace, marcher avec eux, me fondre dans la masse. Mais j'entends le solitaire et je sais par où qu'il passe. Je sais comme il se sent et je sais pourquoi qu'il casse. Quand je vois ma propre peau, je me demande où est ma place. Savoir une fois pour tout. Orignal caribou. Depuis de longues années, je cherche un miroir. Je voudrais me regarder pour enfin me voir le style de mon panache et la couleur de mes yeux, pour savoir mon territoire et comprendre mon vœu. Quand je vois les grands troupeaux, je voudrais partir sur la trace, marcher avec eux, me fondre dans la